Entre les vignes, cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Coralie Demeure qui s'est associée en 2009 avec son conjoint Damien Delechesneau. Puis nous partirons au cœur de la Champagne pour visiter le domaine Gaston Chiquet qui s'étend sur 23 hectares. Et nous retrouverons comme chaque semaine Guilherme notre sommelier et Olivier notre chef. Et tout de suite, la question de la semaine posée à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour, ma question est, qu'est-ce qu'un grand cru et un cru bourgeois ? Déjà, quand on parle de grand cru ou de cru bourgeois, on est dans une certaine élite du vin. Alors à chaque région, son vocable. Dans le Bordelais, on parlera plus volontiers de grand cru classé, et ce depuis la fameuse classification de 1855. C'était Napoléon III, c'était l'exposition universelle. Il a voulu que la France, les vins français brillent particulièrement, donc il a demandé au grand négoce de Bordeaux d'imaginer cette classification, qui n'a d'ailleurs jamais varié depuis. Elle a changé ici une fois, seulement en 1973, avec l'introduction de Mouton Rothschild, qui est passé du second cru au premier cru. Vous voyez, c'est une classification immuable. On parlera aussi de grands crus classés, de grands crus en Bourgogne. On parlera aussi, ils sont 33 je crois, on parlera aussi de grands crus en Champagne pour montrer le Gotha de la production champenoise. On parlera de grands crus en Alsace aussi. Et puis en Provence, dans les Côtes de Provence, on parlera plus volontiers de grands crus classés ou premiers crus classés. C'est un peu compliqué, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il faut noter, c'est le plus intéressant, que dans les Côtes de Provence, c'est la seule région viticole où le rosé a droit à être un premier cru classé. Alors, les crus bourgeois dans tout ça, les crus bourgeois, c'est un peu les autres dans le Bordelais, notamment dans le Médoc. Ceux qui n'avaient pas eu droit au classement de 1855 se sont retrouvés bourgeois. Et avant 1855, on parlait de crus artisans, de crus bourgeois, de crus artisans et de crus paysans. Bon, tout ça a disparu. Et il y a eu une tentative de classement aussi des crus bourgeois, classement des seconds en quelque sorte. Ça a échoué deux fois. La première fois en 1932 et puis la deuxième fois en 2003. À chaque fois, ça a été annulé par décision de justice. Et aujourd'hui, les crus bourgeois, ça correspond plutôt à un label annuel qui est décerné à environ aujourd'hui à peu près 240 propriétés, donc de crus bourgeois dans le Médoc. Coralie Demeure est œnologue de formation. En 2009, elle décide de s'associer avec son conjoint, Damien Delechesneau. Et pendant 1 an et demi, elle s'attelle à la mise en place d'un nouveau chai, qui est aujourd'hui pour elle une grande fierté. Coralie Delechesneau, j'ai 37 ans. Je suis installée au domaine La Grange-Tiphaine depuis 2009 avec mon compagnon Damien Delechesneau. Ce domaine existe depuis 5 générations. Il est essentiellement sur les appellations Touraine-Amboise, Touraine et Montlouis, avec des blancs, des rosés, des rouges et des vins pétillants. Donc on se trouve au cœur du vignoble de La Grange-Tiphaine, qui comprend au total 14 hectares. Toutes les vignes sont travaillées en agriculture biologique depuis 2005. La certification a commencé en 2008 et depuis 2 ans, on complémente avec la biodynamie. Qui dit agriculture biologique dit donc travail du sol sous le rang, et à l'inter-rang, on essaye de garder un couvert végétal qui va nous permettre d'entretenir un maximum l'écosystème et de diversifier toute la microflore qu'on va pouvoir trouver au niveau de la vigne. Toutes les vendanges sont faites manuellement. Voilà. Tout ça pour garder une qualité de raisin la meilleure possible, et c'est ce qui va nous permettre ensuite au niveau du chai et de la vinification d'intervenir le moins possible. Ici on se trouve au chai, donc un chai qui a été construit pour les vendanges 2010, qui est opérationnel depuis l'année dernière à 100% on va dire. Un chai qui a été pensé pendant 1 an et demi, donc, sur lequel on a travaillé au niveau des plants pour utiliser la gravité, pour utiliser le matériel qu'on avait déjà à notre disposition. Cette année, on a planté du Co. Voilà, c'est le cépage local, le cépage qu'on aimerait vraiment développer sur l'appellation Amboise. C'est un cépage qui a des qualités au niveau du raisin très intéressantes à exploiter.
Avec ce cépage, on peut faire du rosé, on peut faire du rouge, des rouges très profonds, des rouges sur le fruit. Donc là, c'est une vigne qui va rentrer en production dans 3 ans. Un petit aperçu de notre gamme de vins, dans laquelle on trouve donc des pétillants, des blancs, des rosés, des rouges, avec toute la diversité des cépages d'Amboise et le Chenin pour Montlouis. Dans ces vins, on va trouver des entrées de gamme, des milieux de gamme, des hauts de gamme, donc vraiment pour toutes les occasions. On essaye vraiment en priorité de diversifier notre réseau de distribution, donc à la fois sur l'export, sur les restaurants, sur les cavistes et sur les particuliers. Pour ça, on a vraiment travaillé sur l'identification de nos vins, le côté visuel, l'accroche visuelle, avoir une certaine homogénéité dans la gamme, mais également des touches particulières. Chaque vin a sa particularité, aucun des vins ne se ressemble. Venez au domaine et puis vous aurez ainsi la diversité des vins de la Grange Tiphaine. Bonjour Laetitia. Bonjour Guilherme. Aujourd'hui j'étais d'humeur festive, alors je voulais attirer l'attention sur l'ouverture et le service d'un vin effervescent. En l'occurrence, là on a du champagne, mais ça pourrait être aussi avec des créments ou autre, même cidre, si tu veux. Oui. Alors, comment tu ferais chez toi? Pour l'ouvrir? Ouais. Je retirerai d'abord Alors quand tu n'as pas de languette, tiens, tu peux utiliser ça. Ouais, Jusqu'ici alors? exactement. Tu as 2 techniques, soit tu l'ouvres dans le seau pour le maintenir au frais, soit tu l'ouvres à l'extérieur. Mais je pense que Voilà. là on va sortir la bouteille parce que sinon ça va pas être très pratique. Alors hop. Et voici. Bah, je regarde. Tu veux que je Ouais, l'ouvre? ouais, voilà, Ah c'est non, ça. mais c'était pas prévu. C'est à toi de T'avais dit travailler que tu un t'en peu, là. occupais. Alors, quelque chose de Bah, très c'est dangereux, important. hein. Bah, justement, c'est ce que j'allais te dire. Quelque chose de très important, c'est toujours maintenir son pouce sur la capsule. Ouais. Parce que dans une bouteille de champagne, en l'occurrence, tu as quand même 6 barres de pression. Je vais me mettre debout parce que normalement je me mets énorme. debout. Tu es droitière, me semble-t-il, hein? Oui, je suis droitière. Alors, garde le pouce gauche sur la capsule. Hop, voilà. Et là, tu défais un petit peu ce qu'on appelle le muselet. Beaucoup de personnes le retirent alors que c'est beaucoup mieux de le garder. Comme Ah ça, bon, tu moi je peux le t'agripper. retire. Bah ouais, mais comme ça, regarde, Ouais. ça te fait un grip. Tu l'as pas secoué Aide-toi- avant, hein. Non, aide-toi du muselet, comme ça, comme je te dis, ça fait un grip. Mais non, j'y arrive Et pas. c'est un peu plus facile. Bah alors, C'est vrai que moi j'y arrive pas avec le muselet. Ça me... Hop, Ah oui, tu y arrives? voilà. J'ai peur. Donc, il y a plusieurs techniques. Je me suis arraché la main avec ton muselet. Il y a plusieurs façons de l'ouvrir. Là, tu t'es très bien débrouillé, mais C'est gentil. en restaurant, on essaie de faire le moins de bruit possible, justement pour pas déranger les tables qui sont à côté. Parce que comme je te dis, il y a beaucoup de pression dans le champagne. De temps en temps, si elle n'est pas très fraîche, le bouchon peut partir très vite. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la première cause de borgnité en France. Non. Je te promets. Il y a beaucoup de gens qui deviennent borgnes Oh, à cause de ça. Donc vraiment, je mets l'accent sur garder le muselet pour pouvoir, en plus de ça, s'agripper et que ça soit plus simple. Et surtout, bien mettre le pouce en face du bouchon pour pas qu'il parte n'importe où. Et comment tu le sabres alors? C'est quoi sabrer un champagne? Alors, sabrer un champagne, ça se fait généralement dans les mariages ou les communions ou autres. En fait, sur chaque bouteille, avec l'élaboration des bouteilles en verre, tu as toujours un petit fil qui, si vous regardez bien sur la bouteille, il y a un fil qui vient avec le côté industriel de la production. Et en fait, il faut s'aider de ce fil-là. Ça sera, si tu veux, la pointe sensible de la bouteille. Et c'est ça qu'il faut continuer à chauffer avec le sabre. Et au bout d'un moment, une fois que c'est bien chauffé... Ah, c'est pas d'un coup en fait alors? Ah non, c'est pas d'un coup. Il faut bien chauffer le boulot. Et donc là, tu as une partie qui s'arrête nette, qui est vraiment fêlée. Et du coup, là, ça a un côté un peu plus animé, si tu veux. Donc, et je vais voir si tu as bien retenu la leçon de la dernière fois. J'ai droit à un contrôle? Un contrôle. Dans quel verre je vais servir le champagne? En fait, c'est... Quelles sont les moi, je le qualités sers là-dedans.
Mais c'est vrai que c'est pas pratique pour le déguster. Ouais. C'est beaucoup plus pratique de le déguster là-dedans, mais là apparemment, enfin je crois qu'il perd ses bulles et rapidement Exactement, c'est et plus son évasé. arôme quoi. Exactement. Donc en fait c'est ça le mieux. Eh ben, j'allais te dire, si tu avais bien retenu ta Ah leçon, oui, mais tu ne l'as pas proposé celui-là. le vert est quand même ce qu'il y a de mieux. Parce que à la fois, pour reprendre un petit peu, c'est beaucoup plus simple à déguster, alors que là, on s'en mêle les pinceaux avec le nez et tout ça. Et pourtant, ça garde encore tous les arômes et toute l'effervescence. Là, tu en perds quand même davantage. Voici. Ah, génial. Merci Guilherme. Je t'en prie. On part découvrir le domaine Gaston Chiquet, un vignoble de 23 hectares avec les 3 grands cépages, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Ils sont récoltants manipulants, ce qui signifie qu'ils ne vinifient que les raisins de leur vignoble. L'exploitation est située à Dizy, dans la vallée de la Marne. Et le vignoble, lui, s'étend principalement de Hauvillers à Mareuil-sur-Aï, c'est-à-dire Hauvillers, Dizy, Aï, Mareuil-sur-Aï, qui sont exposés sur plein sud, sur le versant nord de la vallée de la Marne. Nous sommes la 3e génération depuis que notre grand-père a créé sa propre marque en 1935. On a un encépagement sur ce secteur d'environ 40% chardonnay, 40% meunier et 20% pinot noir. Nous avons beaucoup de chardonnay sur un des plus grands crus de pinot noir, Aï. C'est un choix bien volontaire puisque nous produisons un champagne issu uniquement de chardonnay, un blanc de blanc d'Aï. Ça remonte un petit peu à l'historique de la maison. Quand mon grand-père a commencé à vinifier et à champagniser à son propre compte, dans notre vallée de la Marne, la grande vallée de la Marne, il n'y avait pas de chardonnay, c'était uniquement pinot noir et pinot meunier. Mais pour faire des champagnes traditionnels, il a fait partie des premiers vignerons à implanter le chardonnay dans notre région, et notamment sur le terroir d'Aï. 1950, mon grand-père et mon père ont été les premiers à faire une cuvée blanc-blanc d'Aï grand cru. Nous sommes assez traditionnels dans la culture de la vigne. On s'adapte, on ne cesse d'évoluer. La remise en question est constante puisque, comme tout le monde, on est bien sensible à l'environnement. On utilise de moins en moins de produits, mais de plus en plus à bon escient et au bon moment. On revient un petit peu plus au travail du sol, à l'enherbement également, des techniques qu'on avait un petit peu oubliées, mais depuis une dizaine d'années qui sont de plus en plus utilisées. Cependant, suivant chaque parcelle, chaque méthode va être différente. On va s'adapter au sol, à l'exposition et puis évidemment à l'âge de la vigne également, puisque suivant l'âge de la vigne, il est plus ou moins difficile de revenir en arrière, de changer les pratiques culturelles. Nous avons une trentaine de parcelles différentes, donc nous essayons de réaliser une vinification parcellaire, c'est-à-dire que nous vinifions séparément, parcelle par parcelle, jusqu'à la période de la dégustation d'assemblage. Ça va nous permettre d'avoir un choix plus important de vins pour élaborer cet assemblage. Nous avons la chance d'avoir un terroir qui a beaucoup de caractère, beaucoup de maturité également, donc des vins qui sont déjà relativement sensibles à l'oxydation. Donc en cuverie, durant la vinification, on va au contraire protéger les vins de cet oxygène. Donc nous n'utilisons pas du tout de foudre ou de barrique pour limiter cette oxydation. Aujourd'hui, c'est pareil avec des nouvelles méthodes, c'est l'inox. Le but étant de s'adapter au terroir, c'est ça le plus important. Limiter l'oxydation du fait du caractère des vins qui sont déjà assez puissants.
Alors pour changer un peu, aujourd'hui j'ai choisi un cidre. Je trouvais que c'était pas mal. Ben, cidre, ça me convient très bien, moi. Donc, je vois que tu as pris un cidre brut. Donc, ça va être, donc, il va y avoir une petite amertume avec pas mal de peps. Donc, on va travailler sur un dessert. Et en fait, pour contrebalancer un peu l'amertume du cidre, il y a toujours cette petite amertume là qu'on sent. On va faire des poires au vin. Et donc, avec un sirop bien sucré. Et donc, je pense que ça devrait bien s'aller ensemble. Pour cette recette, la seule spécificité, c'est qu'il faut cette poire-là, qu'on ne trouve pas beaucoup. Donc celle-ci vient des Alpes de Haute-Provence. C'est la poire Martin sec et c'est celle qui convient le mieux à la cuisson au vin. Parce qu'en fait, elle a une chair très ferme. Et comme ça va cuire quand même bien 40 minutes dans la petite cocotte, eh bien, il faut quelque chose qui se tienne bien. Donc la poire Martin sec. Après, donc, on met un petit peu d'orange avec son jus et les zestes. Du poivre de Jamaïque, qui va donner un petit peu de peps, de la badiane ou anis étoilé, de la vanille, un peu de vanille, un petit peu de cannelle, donc soit en poudre, qui est plus simple d'utilisation, soit en bâtonnet. Et moi je rajoute un petit peu de gingembre en poudre pour amener encore un petit peu plus de tonicité. Donc on va utiliser une bouteille de vin et environ 200-300 grammes de sucre. Après, bon... Une bouteille entière. Ouais, parce qu'après, au-dessus de 300 grammes, ça commence à être très sucré. Je coupe un peu le cul, ça s'appelle comme ça. Je ratiboise un petit peu et j'enlève le cœur avec cette petite outil là, comme ça. Ce qui va permettre de gagner un petit peu en rapidité de cuisson. Donc là, on va vider notre bouteille de vin. Je m'en occupe. Laisse-moi faire quelque chose. Voilà. Génial. Voilà. Donc le vin. Le sucre. Donc pour 1 litre, moi je mets 4-5 quoi. 4-5. On dirait qu'on va faire un vin chaud là. Voilà. Ouais, mais on peut presque après le boire hein, si on l'épaissit pas en sirop. Donc je mets 3-4 piments de Jamaïque, poivre de Jamaïque, pardon, parce que ça donne quand même pas mal de goût. Une bonne pointe, 2 bonnes pointes, allez 3 bonnes pointes, voilà, parce que le cannelle c'est toujours agréable. On va couper une gousse de vanille. Je presse un peu mon orange. Comme il y a de l'alcool, c'est de quand même cuire 5-10 minutes comme ça pour faire évaporer tout l'alcool. Après, on va filtrer. On va garder une partie qu'on va mettre en cocotte pour cuire les poires, qu'on va couvrir à mi-hauteur. Et le reste, on va l'épaissir pour faire un sirop. Voilà, pour à la fin faire un sirop un peu plus épais, qui va avoir beaucoup plus de goût. Une fois que c'est un peu chaud, on met le sucre. Donc là, j'avais mis 150-200 grammes, je pense. Je vais te laisser travailler un peu. Oui, je vais le faire. Pour pas que ça accroche, surtout là qu'on vient mettre le sucre, pour bien le diluer. Et pendant ce temps, je vais m'atteler aux poires. Et en fait, on va couvrir à moitié, à mi-hauteur. Comme ça, à la fin de la cuisson, on aura une moitié de la poire qui sera bien rouge et la partie supérieure qui sera jaune. Donc ça fait un petit effet visuel qui est toujours sympa. Donc là, ça fait 5-10 minutes que notre vin cuit. Donc je pense que l'alcool a dû s'évaporer. Et là, on va le filtrer. Donc une partie, on va réserver dans cette casserole où on va faire épaissir le sirop. Et une autre partie, on va couvrir à mi-hauteur dans notre petite cocotte. Donc attention à tes doigts. Oui. Enfin, tu vois, on sent bien tous les épices, l'orange. Ouais. Voilà. Donc moi en fait pour cette recette j'aime bien pour rajouter un petit peu de peps, je rajoute un petit peu de gingembre en poudre. On aurait très bien pu couper du gingembre frais, en mettre quelques petites lamelles. Et là ça va amener un petit peu une petite touche de peps. Donc là on a filtré. Donc là, et on va couvrir à mi-hauteur. On va essayer de ne pas passer par-dessus Oui, pour pas colorer la poire. Pas colorer la poire. Voilà, que ce soit à mi-hauteur, comme ça, voilà, tu vois, après, on aura vraiment une partie rouge et une partie jaune. Oui. L'effet visuel, c'est toujours sympa. Voilà, on va couvrir, on va mettre à 180 degrés au four pendant 30 minutes, et voilà.
Et après, donc, on a notre petite cocotte. Voilà. Et on voit bien, donc, tu vois, ce que je t'avais dit. Le rouge et... Voilà, le petit truc coloré qui va faire son petit effet, quoi. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'en dresser 2. Donc là, simplement, ici. Avec un peu de jus. Avec un petit peu de sirop. Ou de sirop, pardon. Voilà. Donc on a dressé simplement un petit ramequin avec son jus, la poire. On a essayé de la découper là. Et par exemple, là, on pourrait rajouter un petit feuilletage, une petite boule de glace au miel ou à la vanille. Moi, je le verrais bien avec Voilà, la glace, puisque le sirop, on peut garder un sirop un peu chaud avec la glace vanille, ça peut faire un bon contraste. Et puis, il n'y a plus qu'à ouvrir, voilà, ça ira bien se avec le faire cidre. un bon bolet de cidre. Et je pense que ça devrait être pas mal. Et on part maintenant à Fitou, un vignoble que l'on croise en descendant en Espagne sur la route des vacances, au nord de Perpignan. C'est un terroir très typique et je vous assure, ça vaut le voyage. Il s'est planté de la vigne quand les terrains ont été attribués, après la Révolution, aux pauvres du pays qui n'avaient pas de terre. Et là, ils ont commencé à planter de la vigne. Et Fitou est devenu un village entièrement vigneron, et connu l'époque où il y avait encore 5 à 6 troupeaux dans le village. Et tout ça s'est abandonné, et les bergeries ont été occupées par des touristes, ou plutôt les 68 ans qui sont venus, qui ont restauré les bergeries. Fitou, c'est le cœur de l'appellation. Et étant donné qu'on est près de la zone touristique Port-le-4, Port-Barcarès, et tous ces villages aux alentours qui sont très touristiques, ça permet aux gens de pouvoir s'installer chez eux et de pouvoir vendre le vin plus facilement que ce que commence à se vendre. Disons que le système a été plus facile qu'en coopérative. Ça a permis aux touristes de venir et l'appellation et tout mélanger, ça permet le développement de Fitou. C'est un village viticole, c'est le village de l'Aude qui a le plus de caves particulières, on est 12 caves particulières. Ensuite c'est aussi surtout le berceau du cru de l'appellation. Voilà, donc c'est après essentiellement des viticulteurs de père en fils. Et voilà. L'appellation Fitou déjà, ce n'est que du rouge, il n'existe ni rosé ni blanc. Voilà. Après il y a 4 cépages, donc il y a quand même 2 cépages de base pour la région qu'on retrouve d'ailleurs sur le Courbière, qui sont le Grenache et le Carignan. Je veux dire qu'ils vont faire 80% du vin. Et après, il va y avoir on va rajouter ce qu'on appelle les cépages améliorateurs qui vont être la Syrah et le Mourvèdre. Voilà, alors là, le Fitou, c'est minimum 3 cépages, voire 4. Dans les caves particulières, les gens acceptent très facilement quand on est en train d'y travailler, que les gens regardent, observent, on leur explique. Voilà, c'est pareil au moment des vendanges, c'est souvent qu'on est en train de couper le raisin, les touristes s'arrêtent et demandent comment on fait, ce qu'on ramasse comme cépage, et voilà. Les clients nous appellent, demandent si on peut visiter ou le chai ou le vignoble, et on organise une journée, une demi-journée. Voilà. Bon, nous, on prend plaisir aussi parce que c'est pas, j'allais dire, du Made in China qu'on vend, hein, c'est notre travail, c'est du travail qui est fait sur plusieurs années. Hein. Une vigne, on l'amène à maturité, donc on est fiers de nos produits. Hein, voilà. Et puis, je pense qu'on suit tous, même les épouses, de façon générale, ont au moins été un moment à la vigne, ont été au moins un moment à la cave. Donc on a la connaissance du produit qu'on va de A à Z. On a une traçabilité maintenant qui est obligatoire, mais qui, je pense, aussi est un peu affective par rapport aux clients. Et ça, c'est quelque chose qui restera aux artisans, je pense. Voilà.
Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. Vas-y, va Olivier, j'ai une bouteille de cidre. Vas-y. De quel pays ton cidre? De la Normandie, non? J'imagine. Salut Olivier, j'ai un cidre de la Normandie. Tu peux me conseiller pour qu'est-ce qu'on mange avec tu? Bonjour Laetitia. Pardon.